Signor Presidente della Repubblica d'Italia, the floor is yours. Monsieur le Président, chers amis et anciens éminents collègues Inigo Mendes de Vigo, Monsieur le recteur, autorités, Messieurs les professeurs, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, c'est avec pleine conscience de l'honneur qui m'a été accordé et de l'engagement qui m'a été demandé que j'ai accueilli l'invitation à prendre la parole dans cette cérémonie d'ouverture de l'année académique 2011-2012 du Collège d'Europe. C'est un honneur auquel je suis particulièrement sensible car j'ai depuis longtemps appris à reconnaître dans cette institution une des références les plus éminentes pour la formation de la conscience européenne dans sa continuelle évolution. Je sais combien d'European Civil Servants se sont formés à Bruges sous le signe d'une rigoureuse professionnalité et d'une indépendance absolue, associée au sens des limites et au respect de la sphère des décisions politiques. Et celles-ci resteront des conditions essentielles pour l'autorité et l'efficacité que les administrations européennes doivent maintenir et accroître. Selon la tradition, l'année académique qui commence aujourd'hui est aussi dédiée à une figure d'un profil universel et à un domaine d'intérêt commun crucial, Marie Curie, et ce qu'elle représente pour la recherche scientifique et le rôle de femme. Vous me permettrez de m'associer à l'hommage qui lui a été rendu et de rappeler dans le même esprit un nom italien, celui de la grande scientifique prix Nobel Rita Levi-Montalcini, ainsi que son soutien à la cause des femmes en Afrique et l'engagement civil. Elle quitta l'Italie à cause des lois raciales fascistes, engagement civil qui lui a depuis longtemps été reconnu par le président de la République, mon prédécesseur, qui l'a nommé sénateur à vie. J'ai accueilli cette invitation à prendre aujourd'hui la parole non seulement comme un honneur, mais je le répète et le souligne, comme un engagement significatif et délicat par rapport au moment ou plutôt à la phase historique difficile que traverse actuellement l'Europe. Cela fait maintenant des mois que le thème de l'Europe est quotidiennement présent et dominant dans la communication politique, dans l'information économique et dans l'attention des citoyens et des familles dans tous nos pays. Il est présent et dominant en termes critiques du fait de préoccupations toujours croissantes sur les incertitudes de la vie quotidienne ainsi que sur notre destin et avenir commun. Aussi et en même temps, la perception de ce qui nous lie, de ce qui lie nos sociétés et nos citoyens dans toute l'Europe qui s'est au fur et à mesure unie dans un processus d'intégration démocratique inédit, s'est diffusée comme peut-être jamais auparavant. D'où la responsabilité que nous avons tous de saisir l'occasion que les dramatiques évolutions du contexte socio-économique, non seulement européen, nous ont imposées pour nous expliquer avec nous-mêmes et réfléchir sur le passé et sur le présent. Il est essentiel de faire lumière sur le parcours accompli à partir du projet audacieux annoncé le 9 mai 1950, puisque ma génération est la dernière à avoir vécu la tragédie qui s'est abattue avec la Deuxième Guerre mondiale sur nos pays déjà flagellés par la première et à conserver vivant le souvenir des divisions et destructions fatales dont nous dûmes nous relever. Et après plus d'un demi-siècle d'unité et de progrès continu, il faut maintenant débattre avec les citoyens dans un rapport clair et convaincant de la crise qui a frappé la zone euro et offrir des réponses persuasives. Bref, il faut élucider clairement quelle est la mise en jeu pour notre continent. Et non seulement pour lui. En définitive, ce qui a été récemment dit par les non-européennes à propos du risque que nos difficultés
peut comporter pour toute l'économie mondiale constitue, si vous voulez, d'une certaine façon, la reconnaissance objective du poids qu'occupe l'Europe, même dans le monde d'aujourd'hui, bien que le contexte soit si différent du passé par l'effet d'une impétueuse transformation et mondialisation. La réflexion tant rétrospective que projetée vers l'avenir que je sollicite ici ne fait donc pas abstraction des impératifs du présent, de la confrontation sur les choix auxquels l'Europe et ses institutions sont maintenant appelées, presque pourrait-on dire au jour le jour. J'ai le plus grand respect de l'effort qu'affrontent les chefs de gouvernement, les plus hauts responsables des institutions de l'Union et les policy makers qui participent à la formation des décisions, ainsi que des dilemmes devant lesquels ils se trouvent depuis qu'une grave crise a frappé la zone euro. Moi, qui vous parle, ne fais plus partie de cet ensemble. Je suis un chef d'État sans pouvoirs exécutifs, mais je connais la fatigue du choisir et de l'agir. Et je me sens en même temps, en bien et en mal, co-responsable de l'expérience qui s'est accomplie dans les dernières décennies en Europe. Je m'en sens co-responsable vu les fonctions que j'ai exercées par le passé dans notre Parlement national et dans le Parlement européen, pour quelque temps également dans le gouvernement italien et pendant longtemps dans le mouvement politique et culturel en faveur de l'unité européenne. Je voudrais pour cela que l'on comprenne l'esprit ni récriminatoire ni didactique des considérations critiques que je m'apprête à exposer. Je ne m'attarderai pas sur les faits qui ont précédé la crise de la zone euro, autrement dit la crise financière amorcée sur l'échelle mondiale en septembre 2008 par l'effondrement de Lehman Brothers. Je me limiterai à souligner ce qui a été indiqué comme l'un des points critiques qui, en plusieurs décennies, ont fini par miner le système économique international. La thèse fallacieuse selon laquelle les marchés en général et les marchés financiers en particulier étaient capables de se régler à eux seuls et n'avaient donc pas besoin de régulation publique. C'est précisément de la constatation des dégâts provoqués et du danger constitué par cette thèse qu'a jailli la conscience chez le gouvernement de tous les continents de la nécessité de mettre au point un nouveau système de règles capable de fonder une gouvernance économique mondiale efficace. C'est la tâche que s'est donnée et sur laquelle continue à travailler avec difficulté et contradiction une institution nouvellement créée, le G20. Pour l'Europe, la question se pose en termes particuliers, à savoir comme question également intrinsèque au développement du processus d'intégration que nous avons fait avancer jusqu'ici, dans le sens que nous devons adopter des révisions et des renforcements d'un système de règles et d'institutions communes déjà opérants. C'est autour de cette exigence aiguë que tourne la discussion si problématique et intense suscitée dans l'Union européenne, dans la zone euro et dans ses différentes expressions institutionnelles par la crise grecque, les crises irlandaises et portugaises, mais aussi les tensions et les risques qui ont frappé l'Espagne et l'Italie en termes de crise de la dette souveraine. À cela, les institutions européennes et les gouvernements nationaux ont et continuent à réagir par des mesures extraordinaires et d'importantes innovations, telles que la création de 3 nouvelles autorités de supervision et surtout de l'institution du Fonds européen de stabilité financière, auquel un mécanisme permanent est destiné à succéder en 2013 pour poursuivre ses objectifs de manière systématique et non à terme. Et il faut apprécier la contribution qui est parvenue et vient encore de la Banque centrale européenne, en comblant même un certain vide
politique et institutionnelle. Je ne peux pas, et j'en ai d'ailleurs pas le titre, tirer le somme de l'ensemble des décisions et des interventions par lesquelles le Conseil européen avec l'Eurogroupe a, au fur et à mesure, marqué cette évolution, dernièrement le 21 juillet passé et encore ces jours-ci. Dans les limites et dans la logique de mon exposé, j'énoncerai simplement quelques observations sur les incertitudes et les contrastes qui ont pesé sur le chemin de l'Union durant 2011 et qui touchent de manière révélatrice des écueils fondamentaux irrésolus par rapport au projet européen commun et à son avenir. La grande question est celle de ce qu'a représenté le choix de la monnaie unique et par conséquent la naissance de l'euro. Et c'est en même temps celle, plus en général, de la suite à donner et qui n'a pas été donnée au traité de Maastricht. Ce traité a représenté une avancée historique et reste une pierre miliaire du processus d'intégration européenne. Le choix de la monnaie unique en a été une partie intégrante, mais non séparable de son plus vaste cadre d'ensemble. Le parcours durait plusieurs années qui déboucha sur Maastricht et les décisions finales, laborieusement atteintes, portent l'empreinte de leadership clairvoyant des pays alors membres de la communauté et surtout des trois plus grands pays fondateurs. Pour l'Italie, des hommes de gouvernement qui ont guidé le semestre de présidence européenne dans la seconde moitié des années 90 et ont fortement concouru à définir le traité. Parmi eux, il me plaît de nommer Guido Carli, et des diplomates de valeur et civil servants de la race de Carlo Ciampi, Tommaso Padoa-Schioppa, Mario Sarcinelli et Mario Draghi. Pour l'Allemagne, plus que quiconque, Helmut Kohl, qui comprit avec exceptionnelle lucidité et courage la nécessité de lier dans une perspective commune l'unification allemande, devenue désormais réalisable, et un bond en avant sur la voie de l'union économique, monétaire et politique de l'Europe. Et pour la Commission européenne, le président Jacques Delors, auteur du rapport décisif de 1989. C'est à Maastricht, accueillant les fruits et les héritages des trois communautés préexistantes, qu'est née l'Union européenne. Et il ne s'est certes pas agi d'une mutation sémantique, mais d'un changement au sens politique et d'un élargissement décisif d'horizon et d'objectifs. À son centre, s'est incontestablement placée la perspective rapprochée de l'introduction de la monnaie unique et l'institution d'un système européen de banque centrale et d'une banque centrale européenne. Le grand projet d'intégration énoncé en mai 1950 et qui avait décollé en 1951-52 avec la signature et l'entrée en vigueur du traité constitutif de la CECA atteignait ainsi un niveau et touchait une profondeur de valeur historique en transférant la souveraineté monétaire au niveau supranational, attribut qui, à l'égal du glaive de l'armée, était dans toute doctrine réservé aux États nationaux. Lorsqu'aujourd'hui, tous ceux d'entre nous qui ont un rôle institutionnel ou de gouvernement dans l'Union disent avec tant de force que l'euro est un pilier essentiel de l'Europe unie, nous nous référons avant tout à la valeur historique de son introduction dans l'esprit d'une Europe fédérale. Valeur qu'Altiero Spinelli, s'il avait été encore en vie, aurait assumé mieux que quiconque comme couronnement de ses batailles prophétiques. À l'appui de notre affirmation, il est juste de documenter et de mettre en évidence les bénéfices que l'existence de l'euro a apporté à tous les pays qui ont adhéré, aucun excepté. Face aux turbulences de cette difficile année 2011, il est juste et nécessaire de le faire
plus que nous ne l'avons fait, en hésitant parfois à réagir aux vagues d'opinion fondées sur la désinformation et la diffusion de mesquins préjugés nationaux. Mais cela ne suffit pas. Il est indispensable d'attirer l'attention sur des autres éléments. Le premier concerne la genèse du choix de la monnaie unique. Celle-ci a été conçue et adoptée non sur la base d'un schéma abstrait par respect d'une vision préjudicielle de type fédéraliste, mais sur la base de l'évolution réelle de la construction européenne, en obéissant à sa nécessité interne, désormais mûre. Indicative avait été, dans les années 80, l'expérience du système monétaire européen, dont les limites s'étaient dégagées au fur et à mesure que l'on avançait vers la pleine réalisation des principes promulgués dans le traité constitutif de la communauté européenne et l'achèvement du marché unique. Inéluctable devenait le problème énoncé par Tommaso Padoa-Schioppa avec la formule du quatuor inconciliable. Il disait « libre-échange, libre mouvement des capitaux, taux de change fixe et autonomie des politiques monétaires et macroéconomiques nationales dans un système d'État souverain ne peuvent coexister longtemps. On ne pouvait en sortir dans l'Europe en voie d'intégration croissante qu'avec le passage à l'union monétaire. C'était là une nécessité objective dont la conscience ne faisait qu'augmenter. Le deuxième élément sur lequel attirer l'attention est le véritable contenu des discussions récentes en cours depuis des mois et des décisions ultérieures à prendre au niveau européen. Aucun argument consistant n'a été avancé pour mettre en question la validité du choix de l'euro et son irréversibilité. Déjà au début des années 90, lorsque l'on fit ce choix, il n'y avait pas d'alternative à l'union monétaire. Et il n'y en a aujourd'hui aucune à la poursuite de son chemin. Le véritable nœud est constitué par le rapport entre union monétaire et union politique. Celui-ci était en effet bien présent à l'esprit de ceux qui prirent part à la préparation du traité de Maastricht et à sa négociation finale. Mais qu'est-ce qu'il manqua alors et qu'est-ce qui a surtout manqué après? Le concept d'union politique a souvent été évoqué de manière assez indéfinie. En termes généraux, l'on peut affirmer que l'origine et l'empreinte du processus d'intégration européenne ont incontestablement été politiques. Ce n'est pas par hasard qu'il a été conçu en partant de l'objectif de la réconciliation franco-allemande comme condition pour la paix au cœur de l'Europe. Au cours de ces 40 années de vie, la communauté a en effet assumé une dimension internationale, s'est dotée d'un outil de coopération en politique étrangère et a joué un rôle non négligeable dans la sphère des relations internationales. Et dans son développement plus en général, la construction communautaire a pris de multiples autres dimensions, non purement fonctionnelles par rapport aux exigences du marché commun. Ceci dit, avec la transformation de la communauté en union, de nouveaux objectifs politiques s'imposaient et trouvèrent en effet place dans le traité de Maastricht. Une politique étrangère et de sécurité commune, une citoyenneté européenne, un rôle accru du Parlement européen. Mais la matière du contentieux, la substance d'un processus d'union politique se trouvait dans un ultérieur et décisif élargissement de la souveraineté partagée à exercer en commun au niveau européen par rapport à la souveraineté des États nationaux. C'est ainsi que fut accompli le pas si important et audacieux consistant à déplacer la souveraineté monétaire au niveau supranational. Mais cela pouvait-il suffire? Ou les éléments d'accompagnement qui furent prévus dans le traité en ce qui concerne notamment
la discipline budgétaire des États membres adhérents à l'euro pouvait-il suffire? Et les orientations de simple coordination des politiques économiques nationales, comme celles auxquelles, des années après Maastricht, fut confiée l'ambitieuse stratégie de Lisbonne en la condamnant à l'échec, pouvaient-elles suffire? Lorsqu'en avril 1989, le chancelier de l'échiquier anglais répliqua au rapport du comité Delors en relevant que, je cite, « l'union monétaire exigerait l'union politique et celle-ci n'est pas à l'ordre du jour », fin de la citation, il avait sans aucun doute saisi le point crucial. Il y a aussi eu des européistes convaincus et sincères, pas britanniques, qui auraient voulu laisser en suspens, la décision sur la monnaie unique pour l'ancrer à la naissance plus ou moins lointaine d'une fédération européenne. Mais c'était là une prétention non réaliste par rapport à la maturité, au contraire, du passage à l'union monétaire. Ce que l'on pouvait plutôt postuler était le passage contextuel à une politique monétaire, à une politique fiscale et budgétaire et à une politique macroéconomique toute résolument confiée à une souveraineté européenne partagée. Et c'est là le nez politique auquel on se heurte actuellement. C'est seulement en avançant dans cette direction que l'on peut garantir les principes qui nous tiennent tous à cœur. Stabilité financière, corresponsabilité et solidarité, croissance compétitive de l'économie européenne dans son ensemble, selon la vision que le chancelier Mme Merkel, il y a un an, a revendiquée ici, avec des accents passionnés, comme modèle propre à l'Europe unie. Et modèle de société et mode de vie, a-t-elle dit, conjuguant la force de la compétitivité avec la responsabilité sociale. Et je n'ai pas besoin de rappeler à ce propos l'importance de la Charte sociale européenne dont nous célébrons le 50e anniversaire. Mais alors, le moment n'est-il pas venu de reconnaître que, devant la crise de la Grèce et de la zone euro, dont certains pays se sont manifestés dans ces derniers mois des hésitations et des résistances qui ont donné le sentiment d'un obscurcissement du principe de solidarité, le moment n'est-il pas venu de surmonter ce qui est apparu un tabou par rapport même aux plus diverses hypothèses d'introduction de bons européens, de surmonter les réserves persistantes à l'adoption de normes et de moyens efficaces pour poursuivre une stratégie de développement commune. Et je parle de celle que la Commission a proposée pour 2020, mais dont il faut garantir l'efficacité contraignante et la mise en œuvre effective. Et comment ne peut-on ne pas voir la contradiction insurmontable entre l'exigence d'un bond en avant dans le processus d'intégration, dans l'affirmation et la capacité de réalisation de l'Europe unie, et de l'autre côté une approche restrictive à l'épreuve des perspectives financières de l'Union pour la période 2014-2020, ces questions, nous devrions tous nous les poser à nous-mêmes. Il est clair que chacun des États nationaux membres de la zone euro doit faire son devoir, s'assumer ses responsabilités jusqu'au fond. Parmi eux, certainement l'Italie. La culture de la stabilité financière a eu, dans mon pays, ses éminents et cohérents partisans dans l'exercice de leurs fonctions publiques, mais elle n'a pas longtemps prévalu. Eh bien, nous ne pouvons plus maintenant tergiverser devant l'impératif catégorique d'un effort consistant et constant pour abattre notre dette publique, ni rester indécis face aux réformes structurelles à adopter pour qu'une nouvelle et plus intense croissance économique et sociale devienne possible. Il s'agit d'épreuves
d'une dureté incontestable auquel nous devons nous mesurer. Et nous avons commencé ces derniers mois à le faire, mais nous devons faire encore beaucoup sans délai. Et aucune force politique italienne ne peut continuer à gouverner ou poser sa candidature à gouverner sans se montrer consciente des décisions, même impopulaires, qu'il faut prendre maintenant dans l'intérêt national et dans l'intérêt européen. Guido Carli, gouverneur de très haut niveau de la Banque d'Italie de 1960 à 1975, écrivait peu de temps après la signature de Maastricht. Je cite, « La classe politique italienne ne s'est pas rendue compte qu'en approuvant le traité, elle s'est mise dans la condition d'avoir déjà accepté un changement d'une telle portée qu'elle y passerait difficilement indemne. » Fin de la citation, ce sont des paroles encore actuelles en Italie. Chacun doit s'assumer ses propres responsabilités, mais nous devons tous ensemble répondre aux questions d'actualité et de perspective que j'ai suggérées tout à l'heure. Dès le moment de la naissance et des premiers pas du projet d'intégration européenne, l'entente entre la France et l'Allemagne a joué un rôle essentiel. Il suffit de rappeler encore une fois les figures de Schuman et d'Adenauer et en même temps celle d'Alcide De Gasperi. En tant qu'Italiens qui vantons un long parcours de soutien constant et déterminant du projet européen, nous respectons encore aujourd'hui l'irremplaçable apport de ces deux grands pays européens amis et de leurs leaders. Comme toujours, nous respectons de manière particulière le dévouement de l'Allemagne à la cause européenne et nous en admirons les succès obtenus comme grand pays démocratique sur le plan économique et social, ainsi que dans le domaine de la stabilité monétaire, tout en comprenant les raisons historiques de son attachement à ce pilier essentiel. Nous exprimons amicalement notre préoccupation pour ce qui apparaît une réticence à accepter d'autres transferts désormais inévitables de souveraineté et donc de décision à la majorité au niveau européen. Au fond, le chancelier allemand et le président français ont ces derniers temps avancé des propositions, par la suite traduites en partie dans le pacte Euro Plus, visant à outrepasser la division rigide que l'on voulut insérer dans le traité en vigueur pour protéger les compétences des États nationaux contre une extension progressive de celle de l'Union. La conscience qu'il est indispensable de devoir procéder au-delà des limites encore en vigueur, non seulement dans le traité constitutionnel qui a ensuite avorté, mais aussi encore plus dans le successif traité de Lisbonne, devrait devenir commune à tous les leaderships de nos pays. L'exigence de plus d'Europe, posée de manière univoque dans les appels signés par d'éminentes personnalités européennes, est devenue péremptoire de manière de plus en plus évidente dans un monde secoué qui plus est par une crise comme celle actuelle où aucun pays européen, même le plus grand et le plus efficient, peut se sauver tout seul et exercer un rôle significatif avec ses seules forces. Ce plus d'Europe, envisagé par antithèse à une tendance indéniable aux réprimants nationaux, voire même nationalistes, sollicite de la part des institutions de l'Union l'exercice de plus grands pouvoirs décisionnels dans un climat de respect réciproque et de collégialité renouvelée, au-delà des propositions des divers gouvernements de l'un ou de l'autre, ou de quelques couples, dans la phase de formation des orientations et des décisions. La collégialité du Conseil est confiée à la garantie du président stable institué par le traité de Lisbonne. Pour la Commission, elle repose également sur le rôle du président, encore qu'elle serait certainement favorisée par une réforme prévue
pour après 2014 qui définirait sur la base de nouveaux critères pour la Commission une composition plus restreinte et indépendante des conditionnements nationaux. La méthode communautaire qui voit en particulier le Parlement européen jouer un rôle paritaire et de premier plan reste incompatible avec une dérive intergouvernementale, mais reconnaît un juste espace à l'action coordonnée des États membres sur laquelle le chancelier allemand posait l'accent. L'essentiel est de ne pas mortifier la fonction des institutions plus proprement supranationales, la Commission et le Parlement. Évitons néanmoins d'alimenter une politique fallacieuse comme celle sur le spectre d'un terrible super-État européen, nouveau Léviathan. L'issue à laquelle l'on doit tendre n'est pas une réplique du modèle qui s'est réalisé au cours de l'histoire dans les nations européennes d'un État plus ou moins centralisé et lourdement bureaucratisé, mais une construction à plusieurs niveaux, plus complexe et articulée, réglée par un principe de subsidiarité flexible. Il faut toutefois se demander si une plus conséquente mise en commun au niveau de l'Union de souveraineté et de pouvoir décisionnel exige maintenant un nouveau traité. La question n'est pas dénuée de fondement et ne saurait être simplement mise de côté. Mais l'expérience que j'ai vécue personnellement de l'échec par référendum du traité constitutionnel déjà modifié dans quelques innovations au cours de la conférence intergouvernementale et de la longue et exténuante saison des ratifications du traité de Lisbonne m'incite à suggérer un maximum de pondération. Il faut prêter attention à la délimitation de ce qui doit être révisé dans le traité et surtout viser à dépasser l'obligation de l'unanimité des ratifications. En ouvrant le chantier des nouveaux traités, il y a en outre le risque qu'un vide ou un état d'attente se détermine alors que l'on peut et l'on devrait travailler avant tout et tout de suite pour saisir les possibilités présentes dans le traité en vigueur, même en vue de renforcer la discipline budgétaire et la surveillance sur les orientations de politique économique dans la zone euro. Pour conclure, concentrons-nous sur ce qu'il faut faire dans la phase actuelle en essayant en même temps de regarder plus loin pour proposer à nouveau le discours sur l'Europe aux générations plus jeunes. Nous ne laisserons pas l'euro céder aux attaques de la spéculation et aux vagues de panique dans le marché financier. Que personne ne se fasse d'illusions à ce propos et que personne ne pense voir vaciller toute la construction européenne. Avec l'euro, elle s'est depuis 10 ans dotée de nouveaux piliers essentiels et de nouvelles forces, mais elle s'est définie et consolidée en 60 ans comme quelque chose de très vaste, allant bien au-delà de sa dimension strictement économique et enfin monétaire. Un continent s'est graduellement uni, riche dans ses diversités, en traditions et en ressources, en donnant lieu à un processus d'intégration qui est devenu un point de repère pour le monde entier. Une communauté de valeurs s'est forgée et avec elle une communauté de droits complexe et articulée sous le signe de la liberté et de la démocratie. D'où la savante élaboration, quel extraordinaire unicum d'un droit communautaire sur le développement et le respect duquel veille un système de cour de garantie suprême. De la création d'un espace de liberté, sécurité et justice à l'introduction d'une charte des droits fondamentaux de l'Union, il y a eu un continuel élargissement d'horizon du projet européen. Et en même temps, la perspective d'une commune vision et capacité d'action européenne dans le domaine des relations internationales, de la défense et de la sécurité s'est définie. Je ne sous-estime pas tout ce que le bilan de la construction européenne présente d'insatisfaisant. Mais ce que je vais dire est qu'elle a désormais des fondements si profonds
qu'entre nos sociétés, nos institutions, les forces sociales, les citoyens et les jeunes de nos pays, une interconnexion et compénétration tellement enracinées se sont créées que rien ne saurait nous faire revenir en arrière et qu'un effritement de cette construction est impensable. Quiconque pense ou imagine le contraire doit abandonner ses velléités. Mais nous, hommes et femmes de toutes parts de l'Europe, nous devons retrouver la conscience et l'orgueil du projet et du processus d'intégration qui nous ont unis. Et spécialement aux jeunes, je dis, votre avenir est ici, non dans un quelconque ailleurs, et d'autant moins dans une fermeture de nos pays sur eux-mêmes, dans un impossible retour au passé. Tout a changé par rapport au point de départ, la lointaine année 1950, nous le savons bien. Mais de nouvelles et de très fortes motivations nous soutiennent. La mission de l'union d'États et de peuples, auquel nous avons donné une force croissante, est, dans une mondialisation déréglée qui pourrait nous submerger, de faire vivre notre identité, notre exemple et notre modèle d'intégration et d'unité, l'inéluctable singularité de notre apport au développement historique et à l'avenir de la civilisation mondiale. C'est à cette mission que nous devons nous inspirer, surtout maintenant que nous voyons et touchons de près les inégalités, les déséquilibres et les injustices qui ont fini par se dégager et se dégagent encore dû à la pression d'oligarchies irresponsables et de la financiarisation exaspérée de ces derniers temps. Une Europe encore plus intégrée et déterminée est le seul domaine de référence sans alternative au sein duquel il est possible d'opérer pour ouvrir à nouveau un sentier de développement durable de nos pays en vue de conjurer le danger qui incombe le plus sur les jeunes, celui d'une lourde récession, d'un avenir sans opportunité de travail et d'affirmation sociale pour toute une génération. Aux jeunes, je dis donc, miser sur l'Europe et tout particulièrement sur l'engagement de socialité qui a toujours été propre et distinctif de la vision européenne du développement de l'économie. C'est un engagement qu'il faut plus que jamais relancer aujourd'hui. Une reproposition résolue des raisons anciennes et nouvelles du projet européen auprès de l'opinion publique, parmi les larges masses des citoyens et de jeunes, demande ce qui a amplement manqué sur le plan de la légitimation et de la validité démocratique, à savoir un débat public transparent, une compétition politique au-delà des frontières nationales qui puisse aussi déboucher sur l'élection directe du président de l'organe de gouvernement de l'Union. La croissance, finalement, d'acteurs politiques et sociaux structurés au niveau européen, une dimension parlementaire dans laquelle puissent s'intégrer les représentants de le Parlement européen, arrivés à un si grand rôle incisif, et les représentants dans les parlements nationaux. Un réseau de relations institutionnelles impliquant largement les autonomies régionales et locales. N'est-ce pas là un programme susceptible de stimuler et de mobiliser les jeunes générations en les réconciliant avec la politique? L'engagement de ceux qui croient au projet européen comme choix incontournable pour l'avenir doit se faire exigeant. En octobre 1989, lors d'un autre moment historique crucial, parlant ici à l'inauguration de l'année académique, Jacques Delors disait « J'ai toujours été un adepte de la politique des petits pas, mais je m'en éloigne aujourd'hui parce que le temps nous est compté. Un saut qualitatif est nécessaire tant en ce qui concerne notre conception de la communauté qu'en ce qui concerne nos modes d'action extérieure. » Fin de la citation. Or, dans ces années-là, avec le traité de Maastricht et l'euro, un saut de qualité fut accompli. Il est temps d'en accomplir un autre encore plus décisif. Merci.